ne se rend pas toujours bien compte des suites et conséquences de nos actions. Parce que les événements qui vont en découler sont encore tout simplement virtuels. De quelle façon l'expérimentation scientifique qui va suivre va modifier notre travail à l'ONF en Guyane? Je ne sais pas. En tout cas, une avancée technologique importante pour l'avenir de la forêt tropicale se dessine. Cette expérimentation, on la partage avec Laurent, qui étudie les images satellites à l'IRD. Je suis responsable du laboratoire de télédétection qui est installé ici à Cayenne depuis quelques années, qui est hébergé par l'IRD et dont la mission est d'offrir à la Guyane la capacité d'étudier et de surveiller son environnement depuis l'espace. C'est-à-dire qu'à travers un certain nombre d'études, on a l'habitude de voir le paysage guyanais vu d'en haut. Alors c'est pas plus l'orpaillage qu'autre chose, mais disons qu'au travers des images que nous recevons, on voit effectivement un certain nombre d'impacts dans la forêt provoqués par diverses activités comme l'agriculture ou l'orpaillage. On voit ici un site qui est un lieu historique d'orpaillage qui est la région de Saint-Élie, dans laquelle on voit ces traînées, là, ces filaments sont les cours d'eau qui sont exploités. On voit ici des nuages qui perturbent un petit peu l'analyse, mais enfin avec l'habitude, on peut repérer les chantiers d'exploitation et puis suivre éventuellement d'une année sur l'autre l'évolution. Donc là, vous voyez, tout le long, on a un système de barranques, c'est-à-dire de bassins de décantation qui sont les uns derrière les autres et qui sont alignés comme ça sur plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres. Et donc à chaque passage du satellite, on a un instantané de l'état de ce site. Il y a des interventions, mais disons que les autorités ont recours à leurs propres moyens d'observation, mais qui sont des moyens d'observation aériens à basse altitude, donc qui supposent qu'on sache déjà où on met les pieds. Nous, ce que nous pouvons apporter, c'est une vision un petit peu plus globale, grâce aux satellites qui voient les choses de plus haut, de manière à effectuer, je dirais, un suivi de routine qui pourrait se faire à la cadence annuelle ou tous les 2 ans. Mais après, c'est à la recherche, je dirais, du demandeur, du service qui a besoin de faire son inventaire, de confronter l'image qu'on va lui fournir avec ce qu'elle va voir sur le terrain. Ce jour-là, Christine Brognoli de l'IRD et Valérie Gonde du CIRAD embarquent avec nous pour un survol des sites d'orpaillage dans la forêt. Ils veulent déterminer si certaines informations révélées par images satellites correspondent bien sur le terrain à des dégâts causés par l'exploitation de l'or. Donc on va commencer, on va rentrer sur le secteur de Maripasoula par l'est, sur le secteur de la montagne Ananas. Ensuite on va bifurquer sur la crique Adolphe, le secteur de la crique Adolphe qui appartient à la commune de Maripasoula. Ensuite on va remonter sur le secteur de Dagobert, donc on va basculer sur la commune de Saül, le secteur de la Haute-Mana. De toute façon, avec les points, on pourra bien se repérer de toute manière. Ces valeurs-là. Ouais. Les concessions officielles, donc ça c'est parfait. Alors c'est important qu'au niveau de vos observations télédétection, vous l'ayez en mémoire, le site sur lequel on va. Parce que là, il y a une combinaison de travaux alluvionnaires et déjà primaires. Donc c'est intéressant dans la mesure où vous verrez si en télédétection, vous arrivez à faire la part des choses. Quoi. Oui, déjà. Ce qui est peut-être pas évident, enfin ça, j'en sais rien. Non, parce que sur un site, non alluvionnaire, mais sur les filons, l'impact est très localisé. Quoi. Oui, donc, voilà, pour nous, ça. On peut confondre ça avec une erreur de mesure. Oui, tout à fait. C'est pas l'impact linéaire d'une crique polluée. L'alluvionnaire, il n'y a pas d'erreur possible. Oui, d'accord. C'est nouveau ça. Oui, ça c'est plus récent encore que l'autre qu'on a vu en premier. Oui. Leur système est toujours là, leur laverie. Et une pelle là. Oui. Une à l'œuvre et une autre arrêtée. La cavale, un bulle, 2 pelles, un bulle. Eh ben dis donc. Là il y a encore un camp aussi alors. Oui, en sous-bois, oui. Il y a 2 pelles qui sont. Encore un autre camp, ça c'est des petits camps dispersés là. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que c'est plus des clandestins, ça doit être ça. Non, il y a des galeries là, voilà. C'est ça que je veux prendre, Eric. Voilà, il y a une exploitation en gradin qui est forêt. Ok. Peut accélérer, Didier, on va repartir vers le prochain point qui est derrière nous. Pas facile pour notre petite équipe de surveiller les activités légales et illégales sur plus de 7 millions d'hectares de forêt. On n'arrivera jamais à tout contrôler.
Avec Alain, on pense que la télédétection pourrait nous donner un sérieux coup de main. Certains trouveront dommage de mettre sous surveillance un des derniers territoires de liberté. Mais c'est là une autre question. C'est pas un camp actif, il n'y a pas des gens qui ont pris leur petit-déj ce matin, il n'y a personne qui est en train de préparer leur repas de midi, si tu veux, donc il n'y a pas vraiment d'activité sur ce camp. Mais il y a du matériel qui a été abandonné. C'est un fusil rudimentaire. Voilà. Les cartouches, ça arme, la pointe qui vient là, qui servira après de percuteur, et puis dès que c'est déclenché, ça percute et le coup part. D'accord. C'est simple hein, en fait. Ouais. Dans l'état où elle est là, il y a eu apparemment un problème moteur, ils ont fait un peu de mécanique dessus. Bon, elle est couverte, bâchée, donc il y a peut-être certaines parties qu'ils vont récupérer, je ne sais pas, hein, mais il y a fort à penser que ce matériel-là, il finira ici. Hein. On rentre effectivement sur des secteurs comme ça, dans des problématiques pas évidentes à traiter, même en utilisant aussi les moyens juridiques, hein, c'est-à-dire en dressant procès-verbal, en constatant l'état de pollution du site et sa dégradation. À travers aussi des constatations qui peuvent être faites par la DRI, hein, puisque là il y a non-respect du code minier, puisque le secteur travaillé dans le cadre du code minier doit être également réhabilité et remis en état. Donc on peut également faire intervenir le code minier et dresser procès-verbal à ce titre. Les premiers survols de réhabilitation, c'est concerné le point 1. Là on est au point 2. En fait, là, on n'est pas tout à fait le point 2, ça doit être le premier point qu'on a fait. Il est en discordance par rapport au titre minier, là, parce qu'on a un problème, un souci de décalage avec les titres miniers de la DRIR. Donc ici on est sur le point... Le point numéro 2, enfin sur ces 3 titres miniers. Voilà. 44, 45, 46, 00. Alors le travail d'aujourd'hui, c'est d'arriver à déterminer avec eux par un aller-retour terrain laboratoire de télédétection. Entre nous, ce qu'on observe aujourd'hui, est-ce qu'eux vont retrouver dans les jours prochains sur l'analyse des imageries, comment ils identifient ces différents secteurs. Hein, bon, ce que nous, on analyse avec un tel niveau de revégétalisation, comment ça apparaît sur la photo. Mademoiselle Brognoli parlait des phénomènes de coloration des eaux à l'aval de ces sites, évidemment, puisqu'il y a un impact en général sur la turbidité des eaux. Donc on retrouve quand même cet impact par la coloration et la traduction par l'imagerie satellite de ces colorations de rivières par les boues. Et on effectue un levé des surfaces systématiques sur les sites actuels, sur les réguliers, voire quelquefois sur les clandestins, mais tout ce qui est antérieur à 95, et Dieu sait qu'il y en a eu des travaux, bon, on n'a pas travaillé dessus, ça représenterait un travail énorme, il faut déjà les identifier, donc peut-être que l'imagerie satellite est une solution pour inventorier tous ces anciens secteurs travaillés. Position précise au niveau géographique qu'on repère sur les images satellites. Donc c'est ces valeurs-là qu'on repère sur les images satellites. Nous, on est venu avec l'ONF, avec la brigade nature, justement pour faire des contrôles terrain, pour valider nos méthodes, pour savoir exactement si on est bien positionné d'un point de vue géographique avec nos GPS, puis effectivement pour identifier les objets. C'est-à-dire qu'à partir de notre bureau, on ne peut pas imaginer ce que c'est qu'un site d'orpaillage et comment le décrire sans aller sur le terrain pour valider. Donc on a une grande partie de validation à faire avant de lancer quelque chose d'opérationnel. Là où la terre a été remaniée, on a des grands épandages en fait, de sol nu. Et c'est ce sol nu en fait, qui réfléchit différemment de la forêt environnante, qu'on arrive à extraire assez facilement. Quoi. Donc là on a des exemples ici, donc de façon opérationnelle, on a matérialisé les concessions d'orpaillage qui sont délivrées par la DRIR, donc qui sont les concessions officielles. Et nous on détecte les sites qui sont autour. Et donc on peut s'apercevoir facilement s'ils sont dans leur concession ou s'ils sont en dehors de leur concession. Les sites d'orpaillage ont une forme bien spécifique en chapelet. Donc ça c'est vraiment identifiable et on le vérifie tout à fait sur le terrain. Ça c'est vraiment flagrant. Là il y a un site d'orpaillage sous les nuages et on voit bien une différence de coloration de l'eau. Donc ça déjà on sait qu'il y a une activité, qu'il y a une turbitude de l'eau, des rejets et donc grâce à la coloration des cours d'eau qui change brutalement, on sait qu'il y a quelque chose. Et les photos vont pouvoir nous amener une information justement sur la revégétalisation des sites, et toutes ces informations sur les barrancs, des choses comme ça, pour voir comment c'est organisé dans l'espace. Et pour nous, ça va nous permettre d'interpréter au mieux
nos images satellites et les filtres qu'on a appliqués sur les images. Pour l'instant, on s'occupe vraiment des sites ouverts, largement ouverts, comme celui où on est aujourd'hui là. Et tout ce qui est sous couvert, ça c'est le développement d'une future recherche. Voir sous le couvert forestier pour repérer les exploitations sauvages qui se planquent sous les grands arbres, ce serait génial. Ça paraît impossible, et pourtant les géomètres utilisent un tel système pour des superficies restreintes. Cette technique savante s'appelle l'altimétrie laser aéroportée. Jérôme travaille pour un cabinet de géomètres à Cayenne. Il place au sol une balise qui permettra au dispositif placé dans un hélicoptère d'avoir une référence spatiale. L'hélico survole ensuite la zone du relevé topographique que doit établir le géomètre. Pour faire ces relevés, le pilote doit effectuer des allers-retours successifs. L'avantage de cette technique est sa rapidité d'exécution. Un travail qui aurait pris des semaines s'il avait fallu faire le relevé topographique dans la forêt. C'est surtout que c'est pour peut-être l'axe qui sera peut-être pas tout à fait bon. On fera un passage peut-être un peu pas plus bas pour qu'il voit bien le sommet des arbres aussi avec l'hélico aussi. De retour à Cayenne, Jérôme doit interpréter toutes les données enregistrées durant le vol. Et là, magie. La topographie du sol est révélée par une image en 3 dimensions, visible sous plusieurs angles de vue au gré de l'opérateur. Est-ce que cette technique pourrait être appliquée à la forêt amazonienne tout entière? À voir. Pour le moment, seules les zones de déforestation sont visibles et nous permettent de savoir ce qui se passe sur le terrain. Alors c'est étonnant Alain, parce qu'il n'y a pas du tout la même organisation sur cette zone qu'en haut du chantier, tu vois. Et on va quand même survoler une dernière fois le chantier. Parce que là il y a une certaine organisation, il y a une pelle mécanique Alain qui vient. Ouais. Et l'eau par contre arrive très très propre. Donc là il y a des zones comme à gauche là, ça c'est quasiment gagné quoi, il y a plus de travaux à faire. Mais juste après, bon, là il faut vider quoi. Et pour vider, il faut faire des ouvertures dans le canal qui est au fond. Et une fois que c'est à peu près séché, régaler la terre. On arrive sur le site de la compagnie minière des Placers, située sur la crique Adolphe. L'exploitant s'était engagé à corriger la pollution créée par son chantier. Comme d'habitude, la situation sur place est loin d'être claire. C'est assez récent, donc ça c'est intéressant pour voir l'évolution. Et c'est vraiment le genre de site qu'on voudrait suivre sur le long terme, quoi. Tous les 6 mois faire un inventaire pour voir comment il progresse, corroborer ça avec
Les données de la brigade nature. Gaucho, le chef de chantier du site, rapplique, un peu surpris de nous voir. À tous les coups, il n'aura pas fait ce qu'il faut pour être en règle avec son exploitation. Bonjour. Allez, Gaucho. Ça va depuis la dernière fois? Ça va depuis la dernière fois? Oui, ça va. Ouais. T'es allé au Brésil à Noël, hein? Oui. Ouais. T'es pas resté pour boucher les trous? Non, on va bien faire qui va boucher les trous là maintenant. On va regarder. Donc ça sera fait quand? Ça sera fini quand là-bas? Peut-être 25 jours, 20 jours. Ouais. J'ai fini. Et la dernière fois c'était 30 jours. Hein. Oui, non, mais avant, après le cassé, et maintenant, ça marche. Ok. Bon, et ici, t'es installé depuis combien de temps? Ici, c'est un autre travailleur, c'est pas nous. Hein. C'était qui? Oui, parti, c'est clandestine. C'était qui? C'est Oscar. Oscar. Ah, ouais. Ouais, c'est bien ce que... Ils sont fait adrire, s'est posé. Ils ont fait un contrôle et voilà, et tout le monde travaillait pour la CNPI. 3 semaines plus tôt, les hommes de la DRIR inspectaient le même site. Les employés s'étaient fait passer pour des travailleurs légaux. En fait, ils étaient tous clandestins. Il y a du gasoil dans les fûts là ou c'est de l'eau? Ouais, c'est du gasoil. Il y a du fût. Ouais. Il vient souvent, Thierry Auret, le patron ici. Non. Il habite où? Il habite à Maripasoula ou à Cayenne? Ça fait 6 mois qu'il n'est pas venu? Ça fait 6 mois qu'il n'est pas venu? Vous faites que les prospections. Prospection. Mais vous êtes employé par monsieur Yaka. Qui vous paye, vous? C'est la société. C'est la société qui vous paye, avec un salaire, et puis de paye, tout ça. Okay. Et il y avait beaucoup de mercure là-dedans? Non. Là, c'est petit, donc on peut faire une prospection qu'on 10 grammes, 5 grammes. 5 grammes? C'est interdit, ça. Hein? C'est interdit. Faut pas brouiller le mercure à l'air comme ça. Hein? En fin de compte, vous faites tout ce qu'il n'y a pas à faire. Hein? Ça, c'est interdit. Vous le savez très bien, en plus. C'est pas la première fois. Hein? Donc, voilà. Bon, nous, on va aller voir. Donc, on constate l'infraction. Hein? On va aller voir au chantier à côté. Comme ça, vous faites disparaître. Okay. Ça, je veux plus voir ça. Hein? Nettoyer le camp, là. Parce qu'il y en a partout. Hein? Faut que ça soit propre. Hein? C'est comme un camp, c'est une entreprise. Ok, les poubelles? Les poubelles. Ah oui. Ah, c'est tout regroupé. Bah oui, faire un trou, regrouper toutes les poubelles quelque part. Regardez, il y en a partout là. C'est dégueulasse. Ok, ici. Vous allez vous réinstaller là? Oui, je vais récupérer. Ouais. Je vais m'installer ici. Lui, Oscar, il n'a plus rien ici. Oui. J'ai un petit moteur, il est parti. Il n'y a plus que ses déchets là. C'est ça? Oui. Non, après, ça, il faudra nettoyer ça. Oui, je vais nettoyer. Je vais tout nettoyer ici. C'est pas vous qui récupérer ça. C'est pas vous qui l'avez fait, mais c'est bien de nettoyer. Oui, là. Je voulais. Oui, vous voulez faire un trou, vous brûlez dans le trou, et vous après vous mettez de la terre. Il y a du mercure là? Non, pas de mercure. Non, pas de mercure. Oui, non, vous regardez son petit moto, nous faisons un prospect maintenant. Okay. Allez, on va voir le chantier. Ok, oui. Ok. À gauche, regarde la couleur de l'eau. Oui. On va en discuter tout à l'heure. Oui, d'accord. T'as vu là? Je veux bien être sympa pour certaines choses, mais la pollution de l'eau, c'est trop grave. Je ne laisserai pas passer. Non, par là, Gaucho. Tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit de regarder l'eau? Oui. Merde, à cause de ça, là. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est le premier chantier, et après, je tourne. Maintenant, ici, c'est pas possible, je tourne l'eau. Je fais un autre chantier, je vais mettre là, je tourne. Oui. Prochaine fois, si je reviens, une pollution de l'eau, pas bon. Oui. Je t'ai déjà donné. Tu te souviens? Oui. Le carton jaune. Oui, je t'ai déjà donné. Là, aujourd'hui, je t'en donne pas parce qu'il y avait Oscar avant. Oui. Parce que tu reprends derrière Oscar. Mais la prochaine fois, là, c'est le dernier carton jaune, après, c'est carton rouge, et carton rouge, tu sais ce que ça veut dire. Oui. Hein? Oui, je sais. Attention. Hein. Oui, monsieur. Donc, les fiches, tu les as toujours. Oui. Là, tu es à ce stade-là, tu n'as qu'un trou, et tu rejettes. Oui. En fait, il faut faire un trou à côté, voilà, par exemple, et là, tu travailles, tu vas rejeter dedans, et tu vas repomper l'eau, soit dans la crique, soit dans le bassin, en fonction du niveau. Après, dès qu'il y aura 3 bassins,
et ben là tu les mets en communication, Oui, mais tu pompes dedans, tu travailles et tu rejettes dans les bassins. Comme ça la crique qui passe à côté, elle reste propre. Alors la gauche, comme le chantier est arrêté, on va en profiter. La pelle marche, hein, elle fonctionne la pelle, celle qui est là. Oui, voilà. Il y en a une pièce qui est cassée, moi j'ai... Bon, dès qu'elle est réparée, ce qu'il faut faire, c'est la pelle, il faut la faire venir ici. D'accord. Il faut boucher ça, nous faire un barrage ici, donc complètement obstruer cette zone-là, qu'il n'y ait plus de rejet, que toute la boue qui est rejetée dans ce bassin-là ne vienne plus en communication avec la crique. Et ensuite, vous pourrez reprendre. Il n'est pas question maintenant de reprendre et de continuer à déverser dans ce bassin tant que la digue n'est pas finie et tant que la crique n'est pas séparée du bassin. Si je fais des prélèvements, je les envoie au laboratoire, pas bon. Hein. Oui, d'accord. Donc, là tu travailles, là-bas tu as dit 25 jours pour remettre en état. Oui. Dans un mois je passe, il faut que tout soit bon. D'accord. Allez, le chaud. Bon voyage. À bientôt. Et aujourd'hui, donc, l'appel sur le barrage. Oui, que j'ai fait. Ok. Bon, monsieur, merci. Ok, ben, bon courage. Oui. À bientôt. Merci. Au revoir. Bon voyage. Merci. Le satellite ne pourra rien contre des gens qui ne respectent pas les règles. Il faudra qu'on revienne sur ce terrain, quitte à fermer l'exploitation si rien n'est fait. Même avec le meilleur outil de télédétection que l'on ait, disons qu'il ne remplacera jamais les opérations héliportées que l'on effectue. Ça sera effectivement un complément essentiel et extrêmement intéressant. Mais il faudra à tout moment quand même, ne serait-ce que pour constater les infractions, les délits, se déplacer et faire effectivement et mener les procédures. Ça peut nous aider et puis ça permettra également de bien appréhender certaines zones et de ne pas en oublier d'autres. On utilise quasiment toujours les mêmes axes de vol et ça peut être un outil justement pour faire apparaître un nouveau secteur sur lequel on ne passe jamais. En fait, là, on touche au grand projet de l'observatoire de l'espace guyanais qui consisterait évidemment en permanence à veiller, à définir l'intégralité de l'activité humaine sur ce domaine et pour les secteurs évidemment à protéger, à veiller à ce que ces secteurs ne soient pas empiétés par des activités illégales. On arrive sur Dorlin, le plus grand site d'orpailleurs clandestins de Guyane. Dorlin a été entièrement détruit en juin 2004, après plus de 10 ans d'occupation continue. Et d'autres clandestins sont revenus. Et la situation s'est durcie. 2 militaires ont été tués en 2012 lors d'une opération de lutte contre des clandestins. Est-ce que toutes ces années de lutte contre l'orpaillage clandestin ont été efficaces? En 2003, 37 opérations de gendarmerie dites Anaconda avaient permis l'interpellation de 1200 clandestins. En 2011, 1056 opérations dites Harpie ont permis d'interpeller 1500 clandestins. Ces opérations sont-elles la solution? De notre côté, à l'ONF, nous avons mis en place en 2008 une unité de télédétection pour contribuer à la lutte contre la destruction de la forêt.